Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose, mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au mot grossophobie, littéralement la phobie des gros. Un mot qui est venu récemment bousculer les milieux militants, les champs universitaires et par ricochet les débats politiques. Pour nous en parler, nous recevons Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de travaux fondateurs sur les discriminations liées au physique, à l'apparence et notamment au poids. Je citerai deux de ses ouvrages majeurs publiés à quelques 15 années d'intervalle, Le poids des apparences, paru en 2002, qui détaille les effets de l'apparence physique sur la réussite scolaire, professionnelle, amoureuse, et La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres, paru en 2016. Jean-François Amadieu, bonjour. Bonjour. Alors reprenons, on est dans les années 90-2000, vous êtes un jeune chercheur et vous vous saisissez du problème des discriminations liées à l'apparence, à commencer par le poids et l'obésité. À l'époque, qu'est-ce qu'on sait en fait de ces mécanismes-là ? Oui, alors la situation dans les années 90, c'est à peu près la suivante. Il y a des gens qui travaillent à l'étranger, beaucoup sur le physique préféré chez les hommes et les femmes, sur la beauté, sur déjà les stigmatisations, les préjugés à l'égard des physiques. Mais il n'y a pas de travaux sur les effets sur l'emploi. Et alors surtout, ce qui est frappant, c'est qu'en France, personne ne s'intéresse dans les revues scientifiques à ce sujet. Donc, c'est vraiment très frappant. Et c'est justement pour ça que ça m'intéresse. Je me dis, mais comment il est possible qu'on ne mène pas de travaux nombreux sur un sujet qui paraît aussi important et comment se fait-il qu'en France, il y a un véritable tabou sur le sujet au plan scientifique. Et c'est pour ça que je décide à ce moment-là de faire état de tous ces travaux étrangers, ce qui ne plaît pas au début aux éditeurs qui me disent ah oui, mais là tout ça c'est des travaux étrangers, ça va pas intéresser les Français, c'est pas un sujet digne, c'est pas un sujet noble. Et c'est vrai que le sujet de la grossophobie, on parle comme ça maintenant, mais ce sujet de l'apparence physique, au fond, il relève plus du magazine féminin que de la première page d'un quotidien du soir. Est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple de travaux que vous vous mettez à mener ? Est-ce qu'on travaille sur les biais, c'est-à-dire les perceptions négatives à l'égard de personnes en surpoids ? Est-ce qu'on travaille sur des milieux particuliers, par exemple le milieu professionnel ? Voilà, quelques exemples pour qu'on comprenne bien comment vous mettez les pieds dans le plat. Oui. Alors, pour essayer de produire les premiers résultats en France sur la discrimination à l'égard des personnes en surpoids ou obèses, eh bien, je vais d'abord faire un sondage par la Sofres sur ce sujet, donc la perception des Français, tout simplement. Ce sondage, d'ailleurs, sera repris dans les années qui suivront au niveau européen dans l'Eurobaromètre qui posera les mêmes questions. Notamment, c'est des questions sur, par exemple, la suivante: est-ce qu'à l'embauche, vous pensez qu'une personne obèse a les mêmes chances qu'une autre personne? Et là, 74% des Français, en 2003, disent déjà, non, bien sûr, cette personne n'a pas les mêmes chances. Et on retrouvera jusqu'à maintenant des résultats équivalents. Et pour que chacun comprenne, c'est des niveaux considérables qui sont supérieurs à d'autres formes de discrimination dont on parle souvent, comme par exemple la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, mais qui aux yeux des Français leur paraît moins, disons, un facteur d'échec lors des embauches. Donc, il y a un sondage et puis très vite, surtout, je décide de faire un testing, c'est-à-dire d'envoyer des CV qui sont similaires. Et vous savez que simplement, dans ces CV qu'on fabrique, il y a une différence. Et là, la différence, c'est que on va décider en 2004 de mettre une photo d'un candidat pour un poste de commercial. Et sur cette photo, il s'agit d'un homme obèse. On va comparer ses chances d'être convoqué à un entretien d'embauche avec un autre candidat factice, même plusieurs candidats, et en tous les cas, des candidats qui sont des hommes, mais qui, sur la photo, ne sont pas du tout en surpoids ou obèses. Et on va comparer
en région parisienne, sur des postes de commerciaux, les pourcentages de réussite, tout simplement, à CV égal, et on s'aperçoit qu'avec une photo d'obèse, c'est 3 fois moins de chances d'être convoqué à l'entretien d'embauche. 3 fois moins de chances, c'est évidemment un niveau considérable de discrimination, c'est incontestable. Et alors, oui, c'est mettre les pieds dans le plat, à la fois avec une méthode qui est le testing, par envoi de CV, sur l'obésité. Je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, au plan international, il y a peu de testing sur ce sujet. En France, encore moins. Les pouvoirs publics sont indifférents à ce sujet et jusqu'à aujourd'hui ne font pas de tests sur cette question de l'obésité. C'est bien dommage parce que c'est un élément très important à l'embauche. On va écouter un extrait pour continuer comme ça à dérouler l'histoire de ce champ d'études et s'approcher de l'émergence du fameux mot grossophobie. C'est un extrait issu d'une conférence publique d'un collectif qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord l'obésité n'existe pas. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, moi je ne l'ai pas rencontré, j'ai rencontré que des personnes obèses. Ce sont des personnes qui sont toujours différentes. Chaque situation est différente. Et chacun est une trajectoire, chacun est un parcours, chacun est une histoire. Et nous devons nous attacher à déterminer, analyser cette histoire. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a entretenu? Qu'est-ce qui a fait ce cercle vicieux? On a entendu l'endocrinologue Jean-Michel Le Serre et je voulais vous le faire écouter cet extrait juste pour donner une petite idée du type de discussion publique qui commence à se tenir au tournant des années 2000-2010. Ma question étant, est-ce que vous avez l'impression progressivement dans ces années-là que vous commencez à être entendu, que le débat devient un peu plus public, qu'il y a des collectifs, des associations, des citoyens qui arrivent à faire entendre leur voix sur ce qu'est le surpoids, sur ce qu'est l'obésité, comment ça se vit mal en France? Dans ce qu'on vient d'entendre sur le GROS, c'est qu'il s'agit de faire travailler ensemble des psychologues, des nutritionnistes, des médecins, des sociologues, parce que tout ça, finalement, peut aller dans la même direction, avec l'idée, en effet, qu'il faut sortir d'un cercle vicieux et comprendre, en effet, ce qui est très important, c'est comment est déclenchée, c'est vrai, la prise de poids, les désordres alimentaires, où sont les facteurs, ça peut être les médias, c'est des facteurs plus personnels, etc. Et donc après, trouver les solutions. Et donc ça, effectivement, c'est une approche qui est très importante. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a donc un milieu associatif qui apparaît dès la fin des milieux des années 90. Il y a donc dans ce milieu associatif des gens comme le GROS qui organisent des colloques, réunissent des scientifiques et des militants. Par contre, le problème jusque 2015-2016, il y a un milieu associatif, il y a une prise de conscience, je dirais, auprès de certains scientifiques, mais à l'agenda public ou politique, le sujet n'est pas porté. Alors nous voilà à un tournant, on est à la fin des années 2010, donc très récemment, et là le mot grossophobie débarque et va changer beaucoup de choses. Forcément, un seul mot pour dire tous les biais et les discriminations subies en raison du poids, bon, forcément ça simplifie la vie. Qui l'amène ce mot? Qui le crée? Est-ce que c'est une traduction? Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'arrivée, l'émergence de ce mot en France? En fait, à mon sens, la popularité du terme, elle va provenir d'ouvrages à succès et ça va être porté par des militantes qui vont témoigner parfois de leur expérience personnelle. D'ailleurs, en général, c'est le cas. Et il s'agit évidemment de Daria Marx ou de Gabriel Dédier, mais c'est là que le terme va vraiment être popularisé et va s'imposer finalement par rapport à d'autres expressions qu'on aurait pu employer. C'est à partir de ce moment-là que ça va se produire.
Bonjour Daria Marx. Bonjour. C'est quoi la grossophobie? La grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations qui sont faites aux personnes grosses ou obèses, si on emploie un terme médical. Alors elle se manifeste comment cette discrimination? Malheureusement, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le privé, dès l'enfance, dans la famille, qui est un environnement souvent toxique, aussi à l'école avec le harcèlement scolaire. Et alors vous dites que tout le monde est grossophobe, on est tous grossophobes. Malheureusement, que vous le vouliez ou non, oui, parce qu'on est dans une société grossophobe, l'idéal de réussite de vie, c'est être mince. Donc on est tous élevés dans l'idée qu'être gros, c'est moche. Alors que non, c'est pas forcément moche. Alors voilà, on vient d'écouter Daria Marx, autrice de l'ouvrage Gros n'est pas un gros mot, cofondatrice du collectif Gras Politique, un collectif né en 2016, féministe, queer. Et cet extrait, cet entretien, provient d'un journal de 13 heures sur France 3 en 2018. Donc la grossophobie devient à ce moment-là une notion courante. Alors c'est clairement le résultat d'une percée militante, d'un renouveau des luttes féministes, antiracistes, LGBTQI, qui s'emparent aussi des discriminations en raison du poids et dont les idées circulent vite grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot de ce contexte ? Oui, alors ce qui va vraiment changer complètement la donne, si vous voulez expliquer aussi l'essor du terme grossophobie ou fatphobie, c'est le fait que les militants d'autres causes, donc la question noire, la question LGBT, les questions de genre, les questions de handicap aussi. Donc vous avez des militants qui vont se saisir de ce sujet. En considérant, et aussi des analystes, mais qui considèrent qu'il faut avoir une approche intersectionnelle et que au fond, la stigmatisation, les préjugés et les discriminations à l'égard des personnes en surpoids ou grosses vont être une autre forme de la domination et qu'au fond, on peut les expliquer avec la même grille de lecture que celle qu'on applique à d'autres thème et que au fond ça s'articule, ça se cumule, c'est même une forme de cumul de discrimination et ce serait explicable de cette manière. Donc je ne vais pas rappeler ce qu'est l'intersectionnalité, mais c'est exactement ça bien sûr qui est mis en avant. Donc ça va évidemment fortement démultiplier la prise de conscience, l'intérêt pour ces sujets qui sinon seraient restés totalement ignorés. Pour prendre un exemple simple, c'est à partir du moment où vous dites là c'est très important que les femmes échappent à la tyrannie de la minceur et qu'elles sont les premières victimes de l'obésité, ce qui d'ailleurs des jugements sur l'obésité, ce qui d'ailleurs est vrai, des discriminations sur l'obésité, c'est le cas. Donc à partir du moment où vous dites c'est une question de femmes et c'est une question centrale, les femmes en sont les principales victimes, bon, même si c'est un peu excessif parce que les hommes aussi, mais si vous le dites, évidemment tout le monde comprend et c'est ce qui s'est passé, que ça va avoir un effet très fort et ça va évidemment légitimer totalement l'intérêt pour l'obésité ou le surpoids et ça va donner une forte légitimité, un écho très important et c'est ça qui évidemment est le tournant, un tournant majeur. Alors là où il faut être plus nuancé, c'est que certes c'est un tournant majeur avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, prise de parole des stars, pétitions, influenceurs. Donc là, les réseaux sociaux ont amplifié ce mouvement. Mais là où il faut introduire une nuance, c'est que l'efficacité à la fois des réseaux sociaux, de cette mobilisation militante et intersectionnelle, que ce soit en France ou aux États-Unis, est au total limitée. Car en réalité, si vous prenez l'exemple américain, il n'y a toujours pas de législation qui protège les personnes obèses ou en surpoids en dehors du Michigan. Donc, si vous voulez, vous avez 70% des Américains sont en surpoids. On continue à pouvoir se moquer d'eux, les discriminer et sans que la loi n'intervienne. Donc, évidemment, si vous comparez à d'autres sujets de discrimination, vous vous apercevez que finalement, même si on en parle, on est encore loin d'être arrivé à un résultat. Alors peut-être que ce sera le cas dans quelques temps, mais au mois de novembre, il n'y a toujours pas eu de référendum dans les différents États sur ce sujet, ça n'avance pas. Et donc, il faut bien voir qu'il y a quand même, sur ce sujet de la grossophobie, une inertie très forte. Donc, voilà. Alors, ce mot, grossophobie, appartient, vous l'avez bien expliqué, au vocabulaire de mouvements militants, qu'ils soient américains, français ou autres, faisant du corps un sujet politique.
Par conséquent, on sent parfois une petite tension avec le champ médical, comme une difficulté à faire coexister le désir légitime, évidemment, d'émancipation et le savoir médical, le discours de santé publique. Comment les deux peuvent coexister? Comment ils coexistent? Vous voulez bien nous en parler? Non, fréquemment, les gens ne comprennent pas comment on peut à la fois banaliser la prise de poids, ne pas juger négativement et jeter le discrédit sur la prise de poids. Comment on peut faire ça de façon plus ou moins militante, mais faire ça, le montrer des visuels où des gens ont pris du poids, etc. Ne pas le condamner. Et comment, en faisant ça, on peut éviter les excès dans la prise de poids qui conduisent à l'obésité ou l'obésité morbide. Parfois, les gens ne comprennent pas et se disent que c'est complètement contradictoire. En réalité, on sait que ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, c'est la même chose. Et c'est pour ça que les médecins spécialistes des plans de prévention de l'obésité, les plans nutrition santé en France, que ce soit actuellement ou dans le passé, sont tous des gens qui travaillent bien sûr avec les militants ou avec des gens comme nous, parce que il faut que via la publicité, les programmes de télévision, tous les messages qu'on adresse, on évite absolument le cercle vicieux qui est je jette le discrédit sur la prise de poids et du coup j'amène les gens à des désordres alimentaires et je les amène en réalité par des effets de yo-yo, je les amène et une dégradation de l'estime d'eux-mêmes, je les amène en réalité à trop prendre de poids et à avoir une obésité problématique. Oui, vous insistez vraiment là-dessus, hein, cet impact absolument délétère de la tyrannie de la minceur et de l'injonction au régime et la création de désordres alimentaires et le lien qu'a l'image et l'image sociale sur tout cela et la création de l'obésité. C'est ça. Ce qu'on sait sur les bons messages à délivrer pour éviter la grossophobie et éviter les problèmes que pose l'obésité, les bons messages et la bonne manière de faire, c'est déjà d'éviter toute une série de programmes de télévision malheureusement très populaires dans tous les pays, qui suscitent la polémique à juste titre, parce que beaucoup d'études nous ont démontré que si vous avez des programmes où on montre des personnes obèses en train d'aller chez le chirurgien ou bien chercher à perdre du poids en faisant des exercices, ce type de programme n'ont pas un bon effet parce que ça va renforcer l'ensemble des gens qui regardent à être convaincus que décidément les gens en surpoids, c'est de leur faute, ils n'ont qu'à faire des efforts. Donc en réalité, c'est négatif. Et tous ces programmes au fond de télé-réalité ou ces programmes dont on pourrait penser qu'ils sont positifs, en fait n'ont pas un effet positif et ne résolvent pas le problème. Donc ils posent vraiment une difficulté. J'ajoute que bien sûr, beaucoup d'autres programmes de télévision montrent trop aux adolescents des corps jeunes et minces, surtout des corps minces, et ça c'est un vrai problème dans beaucoup de télé-réalités. Quant à la publicité, il y a une étude scientifique récente qui vient d'être publiée en 2021 sur les campagnes publicitaires, et on s'aperçoit qu'en revanche, il y a des campagnes publicitaires qui ont montré leur efficacité pour lutter contre la grossophobie. C'est-à-dire qu'au fond, vous montrez dans vos visuels publicitaires du photo sans retouche. Et au fond, ce type de campagne, on s'aperçoit que lorsque les gens y sont exposés, eh bien, ça va permettre très très bien d'améliorer l'estime de soi de ceux qui ont pris un peu de poids. Ça va éviter que l'ensemble de la population jette le discrédit sur ceux qui prennent du poids. Donc ce sont de bonnes campagnes en fait, il vaut mieux regarder, pour prendre l'exemple de cette étude, comparer par exemple les gens qui regardent une campagne de Dove puis une campagne de Victoria's Secret. Voilà. Mais je ne sais pas s'il faut citer les marques, mais c'est des comparaisons de ce type. Voilà. Mais je suis un peu trop long sur ça. Mais non, c'était absolument intéressant. Je vous en remercie. On comprend bien à vous écouter que les lignes et les représentations du corps, évidemment, bougent un peu, mais elles bougent.
Jean-François Amadieu, je voudrais vous remercier pour toutes ces explications limpides.